j'adore les acronymes. Et l'idée générale, c'est d'observer au fond comment on peut aborder juridiquement ces questions. On va le faire en deux temps. Un premier temps, moi, je vais présenter une façon générale de traiter ces questions, et puis ensuite, Jean fera une démonstration de l'existence d'un nombre assez considérable de mécanismes juridiques, souvent très techniques, très finalisés, et qui déjà visent à lutter contre des formes de manipulation de l'information. Alors, sans spoiler son propos, enfin, tout le monde connaît les manipulations de marché, les manipulations de cours en droit pénal financier. Tout le monde connaît le problème des échanges d'informations sur les prix en droit de la concurrence. Et il va comme ça montrer que, en fait, ce problème est un problème bien connu des juristes, mais souvent de juristes très spécialisés, mais sans qu'il y ait nécessairement un lien entre des questions d'utilisation d'informations et une situation litigieuse, une situation de conflit. Alors pour retracer la raison pour laquelle, j'imagine, j'ai été invité, donc ça a été signalé par Baptiste, j'ai écrit un livre qui s'appelle Droit de la guerre atypique, c'est-à-dire le droit des conflits non militaire et non armée, et effectivement, ce que j'appelle la guerre informationnelle est un des cas de cette guerre atypique. Et il s'agit de repérer juridiquement, hein, c'est pas du tout factuel, le propos, c'est de repérer juridiquement les techniques qui permettraient de saisir l'ensemble de ces questions. L'origine de cette préoccupation, elle a commencé essentiellement avec le fondateur de l'école de guerre économique qui s'appelle Christian Arbulot, qui a beaucoup travaillé sur la notion de guerre économique et juridiquement l'identification des logiques de la guerre économique, c'est une impasse en réalité ou une très large approximation. Alors on comprend la portée médiatique, la portée notionnelle de la logique de guerre économique, mais droit de la guerre économique, ça n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où les règles en la matière, ce sont soit des règles internes, donc ici aucun intérêt de les présenter, soit des règles du droit du commerce international, des règles du droit international privé ou du droit pénal international. Et ces règles, elles sont connues, très connues, elles comprennent assez peu de règles matérielles, et les seules qu'on connaît en général, enfin, lorsqu'on n'est pas familier de ces questions, ce sont les très célèbres cas d'application extraterritoriale d'une loi interne étrangère, pour ne pas les citer, le droit pénal interne de la corruption ou des sanctions secondaires économiques américaines. Euh, Cela étant, les ordres juridiques dans le contexte international sont des ordres juridiques souverains et sont des ordres juridiques isolés, sauf quelques rares cas, il faut bien imaginer que ces cas sont très rares, de conventions internationales de droit matériel qui traitent telle question spécifique. Par exemple, si une entreprise française est sanctionnée aux États-Unis pour des faits réalisés hors du territoire français avec une entité étrangère, ce qui est typiquement l'hypothèse de l'application du droit américain de la corruption ou des sanctions économiques secondaires, imaginer le caractère illicite d'un point de vue international de cette opération américaine n'a aucun sens. Le principe même de la capacité pour des États de proposer des règles extraterritoriales est reconnu depuis très longtemps. C'est un arrêt Lotus en droit maritime, enfin, que les maritimistes connaissent, l'arrêt Lotus de 1927. Et c'est réciproque d'ailleurs. Le droit français connaît des règles qui sont d'application extraterritoriale. Le droit de l'Union européenne est considéré à bien des égards comme le droit le plus extraterritorial du monde. Après, a priori, tout le droit de l'Union européenne, pour plein de raisons que je ne vais pas expliciter ici, a vocation à s'appliquer de manière extraterritoriale. Les Anglo-Américains appellent ça the Brussels Effect, l'effet du droit de l'Union européenne. Par conséquent, du point de vue de la guerre économique, l'approche par l'adjectif économique, à mon avis, est une impasse. Et l'approche par le terme principal, guerre, est encore plus difficile à saisir. Pourquoi? Parce que, donc, si on oublie les aspects droits économiques internationaux,
si on regarde du point de vue du droit de la guerre, le droit des conflits armés, le droit international humanitaire, repose sur un certain nombre de conventions internationales qui sont très connues. Il y a d'abord le droit de la Haye, les conventions de la Haye de 1899 et 1907, et ensuite le droit de Genève, les conventions de Genève de 1949, plus toute une série de conventions autour. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la convention qui interdit la prolifération des armes nucléaires, mais il y en a beaucoup d'autres, et puis toutes ces conventions sont complétées, sont interprétées notamment par la Croix-Rouge internationale, et elles intéressent tout à la fois le comportement des militaires en situation de guerre, mais également le comportement des militaires donc à l'endroit d'autres militaires, à l'endroit des civils. C'est principalement l'objet des conventions de Genève, donc les droits humains, mais également les droits culturels, les droits environnementaux, et tout ceci forme le droit international humanitaire. Et à bien des égards, on voit bien que ça n'a strictement rien à voir avec des hypothèses de guerre économique. La guerre économique n'est pas un conflit armé. Donc ça ne marche pas. Et c'est précisément en essayant de voir s'il n'y a pas un interstice entre les mécanismes de droit économique international et les mécanismes de droit des conflits armés qu'on peut peut-être saisir la manière dont on pourrait comprendre déjà et envisager juridiquement ces hypothèses de ce que les militaires appellent la guerre hybride. Alors la guerre hybride, c'est un vieux concept chinois et russe principalement. D'ailleurs, le général Gerasimov, le chef d'état-major des armées russes, est l'auteur de la doctrine en la matière dans la Fédération de Russie. Et en France, ça a été saisi, et je cite le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhardt, qui définit la guerre hybride comme combinant des opérations militaires conventionnelles et des actions situées sous le seuil d'un conflit ouvert. Nos adversaires investissent stratégiquement le champ informationnel, incluant jusqu'au domaine cognitif. Avant toute réflexion juridique, il est impératif d'identifier les objectifs poursuivis par ces adversaires. Dans ce contexte, l'information, tout comme le droit, devient une arme stratégique. Alors effectivement, c'est de ça dont il s'agit. Cela étant, ce concept de guerre hybride, tel qu'il est approché par l'état-major des armées, par le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire à peu près par toutes les institutions qui s'intéressent à ces questions, s'inscrit dans un flou conceptuel absolument épouvantable, aux confins de notions de narrative warfare. Il y a une doctrine du narrative warfare de l'OTAN, par exemple, du cognitive warfare, voire du lawfare. Alors, le lawfare, il n'y a plus qu'un mot, hein. Le lawfare, c'est l'adjonction de law et warfare, c'est-à-dire la guerre par le droit. Mais toujours, à chaque fois que c'est envisagé, c'est dans un environnement de droit des conflits armés, c'est-à-dire dans un environnement de droit international public. Et le grand défaut du droit international public, c'est qu'il ne connaît pas de juge. C'est-à-dire que les seuls juges qui existent, c'est la Cour internationale de justice qui ne rend pas des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Il faudrait qu'elles soient reprises par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui n'arrive jamais, ce qui n'arrivera vraisemblablement plus jamais, ou bien par la Cour pénale internationale. C'est encore plus rare que celle-ci soit saisie de situations de ce genre. Et à bien des égards, elle n'envisage pas ces petits problèmes qui sont effectivement épiphénoménaux comparés à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui pourraient être saisis par celle-ci. Par conséquent, tous les aspects du droit international économique, c'est-à-dire les raisonnements de droit privé, les raisonnements de droit des affaires et surtout les raisonnements de procédure civile, éventuellement arbitrales, sont oubliés dans cette conception du droit de la guerre atypique. Or, nous, on est des empêcheurs de tourner en rond, les spécialistes de droit des affaires. On est tout à fait capable de saisir un juge et de permettre à ce juge de rendre une décision. Et je tiens à signaler ici, je ne développerai pas ce point sauf s'il y a des questions, que la Cour d'appel de Paris, par exemple, est vraisemblablement beaucoup plus efficace en matière d'application du droit des conflits armés que la Cour internationale de justice. Or, si on reprend le vocabulaire, à défaut des concepts, du droit des conflits armés, notamment tels qu'ils sont précisés en droit français, et notamment par l'état-major des armées depuis quelques années, le vocabulaire a changé. Autrefois, c'était on reprenait les concepts de Raymond Aron. En gros, c'était paix, crise, guerre, et ça a été remplacé aujourd'hui par des mots qui sont plus évocateurs, en tout cas pour nous, qui sont efficaces: compétition, contestation, affrontement. Donc c'est à peu près la même logique, mais dans
dans un dynamisme déjà plus crédible. La situation de compétition, c'est la situation de paix normale entre pays qui sont souverains et dont les ressortissants, les entreprises, les entités sont effectivement en situation de concurrence. Compétition, concurrence, on voit bien la logique. Et la concurrence, la compétition, ça n'est pas nécessairement faire. Ça peut être une compétition qui est ardue et déjà à ce stade, par exemple, entre l'Union européenne ou quelques ressortissants, quelques États membres de l'Union européenne et les États-Unis, on est en situation de paix et pour autant, on est dans une situation de compétition extrêmement rude. C'est le cas aussi à l'intérieur de l'Union européenne, etc., etc. La grande différence, c'est que cette compétition, elle s'effectue soit avec des États qui reconnaissent le principe de la rule of law, de l'état de droit, et qui reconnaissent l'ordre international, ou bien cette compétition, elle s'effectue avec des États qui ne le reconnaissent pas, des États illibéraux, des dictatures, peu importe. Et effectivement, à ce moment-là, les relations sont peuvent être extrêmement tendues. Et là, on passe à une situation qui est un peu différente. On franchit un seuil, mais il est difficile à saisir ce franchissement de seuil. On passe à la situation de contestation. On voit bien que la Chine, la Fédération de Russie, la Corée du Nord, l'Iran, enfin toute une série d'États contestent l'ordre public international, en tout cas lorsque ça ne les arrange pas. Et évidemment, ils trouvent que l'ordre international est tout à fait fantastique lorsque ça leur profite. Et par conséquent, dans cette situation de contestation de quoi? De contestation de l'ordre international, c'est-à-dire de l'ordre international au sens du droit international public, le droit des conflits armés, le droit des traités en général, ou bien les règles du commerce international, c'est le cas de la Fédération de Russie par exemple. Alors, dans cette situation, les États qui, eux, se considèrent toujours en paix, réagissent avec toute une série de techniques juridiques. Alors, les sanctions économiques de l'Union européenne sont les plus connues avec les questions de sanctions sectorielles, c'est le règlement 833-2014 et ses développements. C'est la question des gels d'avoirs et de ressources économiques, c'est le règlement numéro 269-2014. Il faut aller lire un peu, lorsqu'on s'intéresse à ces questions, ces règlements. C'est tout à fait saisissant, la progression depuis 2014 du contenu de ces règlements en termes de sanctions économiques. Ça peut être des choses plus sophistiquées. On a beaucoup parlé de l'outil anti-coercition économique qui a été adopté par un règlement européen de 2023. Il n'a encore jamais été mis en œuvre, mais il y a ainsi toute une série d'outils qui sont développés dans cette situation de contestation qui appellent d'ailleurs, alors évidemment, à chaque fois, ce sont des contre-mesures, c'est une réaction à une situation d'agression, mais qui n'est pas dans le champ de la guerre. On est dans le cadre général d'action sous le seuil de la guerre. Et dans ces situations, on réagit par des contre-mesures, des sanctions par exemple, et évidemment les autres réagissent par des contre-contre-mesures, nous réagissons par des contre-contre-contre-mesures, enfin ça devient un jeu de ping-pong juridique assez complexe en réalité à saisir et que l'on reflète. Alors, il faut déjà passer beaucoup de temps pour le mesurer, mais dans les règlements que je viens de citer. Puis le troisième temps, c'est celui de l'affrontement. Donc c'est la guerre, donc évidemment là c'est un tout autre champ, puisque se substitue ou s'ajoute plus exactement à tous les autres champs, eh bien, le droit des conflits armés, le droit international humanitaire. Le problème c'est qu'on ne voit pas bien euh, comment on passe, c'est aussi difficile à saisir que le passage de la compétition à la contestation, le passage de la contestation à l'affrontement, il est difficile à mesurer, c'est ce fameux seuil de la guerre, on est sous le seuil de la guerre, alors qu'à bien des égards, on pourrait considérer qu'un certain nombre des actions dont on parle, ici, des manipulations de l'information, sont largement au-dessus du seuil de la guerre. Alors c'est là, dans ce flou-là que se situe le droit de la guerre informationnelle et les moyens de lutter contre ces techniques de guerre informationnelle. Alors, si on prend le cadre général d'un droit d'un droit non identifié, hein, de la guerre informationnelle dans les conditions que je viens d'évoquer, en fait, on se retrouve avec une chaîne d'opérateurs qu'il est difficile de définir et de saisir. On a d'abord des informations, puisqu'il s'agit de parler de lutte contre les manipulations de l'information. Il y a d'abord des informations, et donc ces informations, elles sont disponibles. Soit elles existent, elles sont utilisées, soit elles sont inventées, elles sont créées pour les besoins de la manipulation de l'information, ce qui suppose qu'il y ait
un deuxième type d'acteurs qui sont les manipulateurs de l'information. Ensuite, un troisième type d'acteurs qui vont être des intermédiaires, qui vont être des vecteurs ou des propagateurs de cette information utilisée. Alors ça peut être, évidemment, ce sont les grands réseaux des plateformes numériques qui servent principalement de vecteurs. Donc on pourrait avoir là même un acteur un peu adjacent qui serait la responsabilisation de ces plateformes numériques. Et puis si on a le temps, on développera avec les propos du DSA et de l'IA Act et on s'aperçoit que ça marche pas du tout. Et donc il y a des incitations à participer à cette propagation de la désinformation. Alors pour la petite histoire, j'ai reçu hier un coup de téléphone du Pakistan via WhatsApp. Il se trouve que j'ai deux amis pakistanais, donc je pensais que c'était l'un d'eux. Donc c'est un petit WhatsApp, salut, tu peux m'appeler? Ok, je réponds, mais qui est-ce? Parce que je ne reconnais pas le numéro. Et là, je reçois un long message, salut mon gars, si tu veux participer à un truc, tu vas gagner 4000 euros par mois juste à faire des likes sur YouTube et sur X dans les conditions qu'on t'indiquera. Ok, donc j'ai bloqué l'appel. C'était clairement une incitation à participer comme idiot utile de cette propagation d'une campagne de désinformation. Le Pakistan, comme par hasard, c'est le lendemain de la quasi-déclaration de guerre de l'Inde au Pakistan et du soutien de la Chine. Donc on voit très bien l'origine de cette mécanique. Et puis ensuite, il faut un dernier acteur qui est le public, c'est-à-dire des gens qui soient susceptibles d'être réceptifs à cette manipulation de l'information. Alors c'est ici, je ne le développerai pas, mais qu'intervient la notion de résilience, la notion de cohésion nationale qui est très chère à l'état-major des armées, et je trouve qu'ils ont bien raison, parce que c'est peut-être le domaine sur lequel on a le moins investi cette question, enfin les moyens, comment réaliser cette résilience, comment réaliser cette cohésion nationale sans laquelle aucun moyen de résistance à une agression quelconque n'est possible. Ce qui est très difficile, c'est de saisir juridiquement l'ensemble des éléments qui participent de cette campagne de manipulation de l'information et déjà simplement à travers des difficultés de vocabulaire. La notion d'information, par exemple, est une notion juridiquement qui est objective. Une information, c'est l'équivalent d'une donnée. C'est un fait, c'est un élément immatériel. Une information, ça peut être une idée, ça peut être un signe, peu importe. Aujourd'hui, on parle de data, on parle de données plus que d'information, mais c'est exactement le même concept. Et cette donnée, cette information, elle n'est a priori si on passe dans un champ subjectif, ni vraie ni fausse, elle est. Point. En général, elle est de libre parcours, c'est le principe. C'est-à-dire que par exception, cette information, elle peut être réservée, elle peut éventuellement être appropriée, par exemple comme élément d'une invention brevetée ou d'un signe distinctif qui va donner lieu à une marque, et cette marque, c'est un droit de propriété sur ces signes distinctifs dans des conditions très particulières. Bref, c'est tout le droit de la propriété intellectuelle qui est en réalité un droit de l'information, un droit de la donnée qui est centré sur ces questions. Et par exemple, de telles informations, de telles données, et c'est ce qui rend les choses encore un peu plus compliquées, peuvent être utilisées librement, ce sont les données publiques, la température de l'eau, la température de l'air, etc., ou pas, c'est le problème des données personnelles, sans que l'on sache vraiment si, par ailleurs, l'inverse des données publiques, c'est-à-dire les données privées, qui peuvent être ou personnelles ou publiques, peuvent être appropriées. Vous savez que c'est le grand thème à la mode, hein, quelle est la nature juridique de ces données privées, et notamment des données personnelles? Est-ce que c'est hors du champ de la propriété ou est-ce qu'elles sont appropriées, mais la loi interdit d'effectuer un certain nombre d'opérations sur ces données appropriées? Donc ça, c'est un grand, grand jeu chez les juristes pour distinguer ces questions. Deuxième idée difficile, c'est la question de la manipulation de l'information. Donc on voit bien que l'information, c'est une donnée brute, ni vraie ni fausse. Donc comment peut-on parvenir à manipuler ce machin, ces informations? Euh, Là, pour nous, c'est une vraie difficulté, hein, parce que toute information est par nature, humainement, confrontée à un standard.
inconnaissable, qui est un standard de vérité ou un standard de justice ou un standard de morale. Donc l'information, elle va être considérée inévitablement. Dès lors qu'on reçoit une information, on passe ça au crible de notre faculté de discernement et on s'interroge sur le point de savoir si cette information est vraie et fausse, si elle est bonne ou mauvaise, etc., etc. Et cetera. Et à supposer qu'il existe un standard de mesure qui en réalité est très mouvant, il est extrêmement difficile de mettre en œuvre ce standard. Alors, c'est justement ce point que développera notamment Jean Bruschi tout à l'heure, comment saisir ces hypothèses d'informations fausses, d'informations exagérées, c'est-à-dire l'utilisation de ces informations dans un dessein qui serait fautif ou criminel. Mais il faut faire très attention. Si vous voulez, le droit entretient un rapport distant, complexe avec la vérité ou avec la justice pour une très bonne raison, c'est que en droit, à un moment donné, notamment en droit privé, un juge va se prononcer et va rendre une décision de justice et va dire cette information est fausse, cette information n'est pas fausse, cette information est vraie. Cette information est juste et ce sera une décision obligatoire. Et c'est la raison pour laquelle les juges prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions avec ces questions de fausseté ou de vérité d'une information. Alors c'est là où, à mon avis, la notion de manipulation de l'information peut devenir peut-être un concept original, détaché de la notion d'information. Au fond, peu importe que telle information soit vraie ou fausse, qu'elle soit exagérée ou résumée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est la manipulation de ce type d'information, au pluriel alors, qui suppose une intention maligne, une intention néfaste, une intention à des fins de campagne, qui elle-même suppose un changement d'échelle dans la manipulation de ces informations, qui pourrait être juridiquement saisissable. Par exemple, sur les réseaux sociaux, toute information, quelle qu'elle soit, hein, est immédiatement commentée, parfois longuement, par les lecteurs de ces informations, dans un sens particulier qui, dans ce commentaire, cherche par nature à orienter le lecteur de cette information et par exemple, je sais pas moi, une information sort sur un livre est publié. Et aussitôt, quelqu'un dit, ah, je l'ai lu, il est super. Et puis un autre dit, ah non, moi je l'ai lu, il est nul. Voilà. Eh bien voilà une information qui vise à orienter le lecteur, qui n'est ni vraie ni fausse, mais qui pourrait parfaitement être une information qui porte. Donc là, pour le coup, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord que on peut avoir une manipulation de l'information, par exemple par un éditeur ou par des amis de l'auteur qui chercheraient à pousser les ventes, mais ce livre pourrait tout à fait être un narratif russe sur les raisons objectives de la guerre en Ukraine, qui serait alors vendu par des propagandistes et qui aurait une vocation X, par exemple, à orienter les élections prochaines en Roumanie, favoriser un candidat pro-russe, écarter un candidat anti-russe, etc., etc. Donc on voit bien que c'est quand même assez difficile de saisir cette notion de manipulation de l'information. Par ailleurs, si on observe la manière dont les règles en France ont été identifiées, on s'aperçoit que pour ce qui nous concerne, pour ce champ, c'est une question assez récente. Ça a commencé principalement avec ce qu'on a appelé les Macron Leaks, c'est-à-dire la diffusion d'informations à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017 qui ont été imputés à des faux comptes russes. Donc, imputés, en fait, on sait exactement quels sont les comptes et d'où ça vient, hein, via un certain nombre de bots, de près de 100 000 documents, courriels, dont certains d'ailleurs avaient été modifiés et qui ont été diffusés puis commentés. Alors, en réaction, une loi en 2018, qu'on a appelée la loi anti-fake news, a été adoptée. Alors, c'est pas du tout une loi anti-fake news. Alors, fake news, ouais, on voit bien l'idée, hein, ce serait une loi contre les fausses nouvelles. En fait, cette loi, elle est limitée aux périodes électorales, et dans ces périodes électorales, l'article L 163-2 du Code électoral dispose que
lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication publique en ligne. Bon, ok, pas mal. Là, on a une forme de définition de ce que peut être une campagne de manipulation sur la base d'informations dont il faut préciser qu'elles doivent être inexactes ou trompeuses. Et donc on a en fait, à mon avis, une erreur dans l'idée qu'il faudrait que la manipulation de l'information ne soit pas déconnectée de la nature de l'information. Alors dans ce cas-là, tout ce qu'on peut faire, c'est pas grand-chose, hein, c'est saisir le tribunal judiciaire de Paris dans les 3 mois précédant le jour de l'élection pour faire cesser par des moyens d'astreinte principalement cette campagne de manipulation. Donc vous voyez que le brouhaha qui a été opéré autour de la loi anti-fake news, en réalité, se réduit à un chuchotement juridique en réalité. En fait, le véritable effet des Macron Leaks, ça a été la création de Viginum en 2021 qui produit un certain nombre d'enquêtes avec un certain nombre de services de l'État qui est rattaché au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, et de temps en temps, le SGDSN euh, publie les rapports avec un certain nombre de commentaires. Et l'un de ces commentaires, c'était à l'occasion de l'affaire des RNN, c'est-à-dire des copies truquées de journaux allemands ou français qui donnaient des fausses informations du type Macron va déclarer la guerre à la Russie, des choses comme ça, c'était pas très fin. Et là, pour la première fois, le SGDSN fait un commentaire du rapport de Viginum en disant que là, il y a une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors là, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, on change des catégories. Ce sont les articles 410-1 et suivants du Code pénal. Ce sont toutes les situations de trahison, de sabotage dans un chapitre du Code pénal qui s'intitule précisément les crimes et délits relatifs aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Enfin, pour l'instant, c'est simplement un commentaire d'un rapport de Viginum. Et la question qui se pose derrière, c'est comment améliorer le système, comment améliorer la question. La première, c'est de passer par le droit de la presse. Ça marche pas très bien, le droit de la presse. C'est en gros la loi de 1881 qui punit le délit de diffamation, qui propose une approche originale, mais toujours autour de la qualification de l'information, c'est-à-dire sa nature trompeuse ou sa nature fausse, donc il marche pas très bien. La deuxième, c'est de passer par des logiques de droit du numérique. Alors, le droit du numérique, effectivement, ça c'est pas mal, puisque en réalité, on a l'un des acteurs des campagnes de manipulation de l'information qui sont les grandes plateformes de numérique, et il s'agirait donc de faire en sorte que ces plateformes numériques, par leur importance, soient des sortes de veilleurs, euh, qu'ils aient un système de fact-checking automatique. Alors, c'est à peu près l'idée du DSA, du Digital Services Act de 2024, enfin, qui est entré en vigueur en février 2024 et qui est vraisemblablement le cadre juridique le plus avancé. Il y avait deux options pour les autorités européennes. Évidemment, l'option maximale n'a pas été utilisée. C'était de faire en sorte que ces plateformes numériques soient responsables comme éditeurs, en quelque sorte, des informations qu'ils diffusent. Ça, il n'en a pas été question, bon, pour mille raisons. L'une est la continuité juridique des dispositions du droit de l'Union européenne. L'autre est que, évidemment, les plateformes numériques n'allaient plus diffuser d'informations sur le territoire de l'Union européenne. Et l'autre, minimaliste, c'est précisément d'imposer un certain nombre d'obligations. Alors, en gros, des obligations de vigilance, hein, de due diligence, c'est-à-dire de veiller par une obligation de moyens à ce que des fausses informations ne soient pas diffusées, des obligations de réactivité, c'est-à-dire dès qu'une alerte est lancée, de réagir et d'essayer d'éliminer sur ces plateformes toutes ces campagnes de manipulation. Par exemple, ça a été le cas dans l'affaire des, enfin j'imagine que Jean l'évoquera, mais l'affaire
des contrefaçons récentes. Vous savez, à la suite de l'annonce superbe hein, du Liberation Day de Donald Trump et de l'élévation des droits de douane, notamment à l'égard de la Chine, dès le lendemain, c'est extraordinaire quand même, cette réactivité. Dès le lendemain, vous aviez sur TikTok des vidéos de contrefacteurs disant, mais il n'y a pas de problème, soyez moins stupides, n'achetez pas aux États-Unis, vous pouvez les acheter directement chez nous parce que tout est fait chez nous. Et puis vous aviez des sacs Hermès, des sacs Vuitton, enfin toute une série de choses qui ne sont pas fabriquées en Chine. Donc là, TikTok a été alerté. Pour une fois, TikTok a été réactif et a supprimé une partie, enfin c'est pas impossible de tout supprimer, mais l'essentiel du contenu. Donc vous voyez la logique de cette obligation de réactivité. Et il y a une troisième obligation qui est une obligation de coopération, coopération avec les États ou de coopération avec ce qu'on appelle les trusted flaggers, c'est-à-dire les comptes certifiés qui sont autant de lanceurs d'alerte ou qui sont désignés comme autant de lanceurs d'alerte avec lesquels ces hébergeurs doivent alors coopérer. Donc c'est quand même pas grand-chose hein, du point de vue de la lutte contre les manipulations de l'information. Le troisième axe qui permet de réagir, c'est de faire un lien entre les campagnes de manipulation de l'information et des synonymes. Alors, il y a un ouvrage très très bon de David Colon qui s'appelle Les guerres de l'information, très récent. Il y a un ouvrage de Frédéric Chatillon qui est très 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 bon, qui s'appelle Guerre d'influence, qui est vraiment très bon. Donc, on voit bien la logique, c'est de passer à travers la notion d'ingérence. Ah, effectivement, l'occasion a été donnée pour le législateur français. Alors, dans ces domaines, c'est souvent le législateur français ou le législateur allemand qui est initiateur dans l'Union européenne. La loi DSA, en fait, c'est la reprise de la loi Avia de 2018 et de la loi allemande. Et donc, la loi sur l'ingérence de 2024 qui a été adoptée le 21 juillet 2024, elle propose un certain nombre de choses qui ne sont pas inintéressantes. Par exemple, alors c'est dans le code de la sécurité intérieure, de créer une liste de tous les gens qui participent. Alors on appelle ça la liste des lobbyistes. Alors, les lobbyistes, ils sont sympathiques. En réalité, c'est tous les gens qui sont susceptibles de travailler pour une entité étrangère. Donc en gros, ce sont des influenceurs, des ingérenceurs en quelque sorte. Bon, pour autant que ça fonctionne, à quoi sert cette liste? Elle sert essentiellement à permettre ensuite que soient adoptées des sanctions économiques contre ces personnes à travers des gels de fonds et de ressources économiques. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Évidemment, le troisième aspect qui aurait été intéressant, ça aurait été de créer une infraction spécifique dans le code pénal français, précisément aux articles L410-1 et suivants du code pénal, parce que à ce stade, enfin, c'est une conversation qu'on a eue avec Jean déjà, à ce stade, il n'est pas possible de mettre en œuvre ces règles dans ces hypothèses de campagne de lutte contre l'information. C'est-à-dire que le champ de ces règles aujourd'hui est beaucoup trop large pour des questions aussi spécifiques et aussi difficiles à saisir que les campagnes de manipulation de l'information. Donc, moi, à mon sens, il faudrait un texte, ça avait été proposé d'ailleurs par un député. Bon, il avait le mauvais goût d'être du Rassemblement national, donc ça a été écarté. Mais il n'était pas très mauvais, ce texte. C'était précisément pour essayer d'avoir une définition de la notion d'ingérence, ne serait-ce que pour avoir des enquêtes de police possibles, des enquêtes préliminaires qui permettent déjà de repérer un certain nombre de comportements, un certain nombre d'auteurs, et ensuite éventuellement d'engager des actions, soit étatiques, via des gels de fonds, soit privées par des actions en responsabilité civile et ensuite des saisies sur les ressources économiques de ces personnes. Alors, ça n'a pas été le cas. C'est quand même un peu dommage parce que c'était plutôt une approche maligne que de passer par précisément la notion d'ingérence. Donc on voit bien que, en fait, c'est assez difficile de saisir les campagnes le droit, juridiquement, la lutte contre les manipulations de l'information, en tout cas dans les contextes traditionnels. Moi, il me semble que la bonne voie, ce serait quand même celle-ci, hein, de traiter un peu les manipulations de l'information, les campagnes de manipulation de l'information, exactement comme on a traité, au fond, les actes contre les terroristes.
au fond, ce qu'on s'intéresse dans les attaques terroristes, c'est pas tellement la qualification de terroriste. Vous savez qu'il y a tout un débat. Un terroriste, il peut être un combattant pour la liberté, il peut être un résistant, on s'en fiche, nous. C'est pas tellement l'aspect subjectif de l'auteur de ces questions, c'est l'attentat terroriste, c'est-à-dire l'effet final recherché de l'ennemi, en quelque sorte, l'effet recherché qui est sanctionné en droit français. On a une définition de ce qu'est une attaque terroriste, et puis ensuite, c'est parti, hein. Participe de cette infraction la complicité, l'association de malfaiteurs en vue de commettre des attentats ou une propagande terroriste, le fait de financer ces actions, la complicité, etc. C'est-à-dire qu'on a une possibilité pour les autorités pénales de saisir très largement ces hypothèses. Alors, on voit bien que c'est répété là en ce moment. Ça va être adopté vraisemblablement mardi à l'Assemblée de manière finale dans la lutte contre le narcotrafic. Ce ne serait pas très, très compliqué, à mon avis. Peut-être il faudrait le faire de manière fine. Il faudrait demander l'avis à toute une série d'autorités de manière à ne pas rompre cet équilibre subtil, qui est l'idée selon laquelle il faut respecter l'état de droit, l'ordre international, et en même temps ne pas se laisser écraser les pieds par des étrangers qui nous veulent beaucoup de mal, mais précisément d'envisager ce qu'est une campagne de manipulation de l'information, peu importe l'information, comme je le disais précédemment, et ensuite, bah, c'est parti, les financeurs, les complices, tous ceux qui participent à cette campagne seraient susceptibles ainsi d'être sanctionnés. Moi, je pense que c'est plutôt la bonne réponse, moins dans l'idée de faire en sorte que ces gens se retrouvent en prison en France, parce que ça n'arrivera vraisemblablement pas, mais dans l'idée qu'on puisse adopter des sanctions plus originales, hein, des gels d'avoirs ou des actions ensuite en responsabilité civile pour aller saisir des fonds qui sont vraisemblablement situés sur le territoire de l'Union européenne. Voilà les pistes que je me permettais de vous dire. Donc vous voyez que c'est pas très convaincant. Enfin, dire qu'il y a un droit efficace de la lutte contre les campagnes de manipulation, c'est vraisemblablement erroné. En revanche, il y a toute une série de micro-techniques que Jean va désormais développer qui permettent de lutter contre des techniques de campagne de manipulation de l'information ciblées. Alors, efficaces ou pas efficaces, c'est ce que Jean va nous dire, j'imagine, maintenant. Alors, merci Daniel. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, évidemment, je tenais à remercier également le comité d'organisation pour l'invitation. Je m'appelle Jean Bruschi, je suis maître de conférence à l'université de Paris 8 et j'ai fait toutes mes études à l'université d'Aix-Marseille. Et ma formation, comme mon doctorat, ont principalement porté sur le droit des affaires et le droit des obligations. Et comme beaucoup de juristes, je fais partie de ceux qui ont été sensibles à l'appel du professeur Mingui lorsqu'il a publié son ouvrage il y a plus d'un an consacré au droit de la guerre atypique. L'idée qu'un droit de la guerre atypique existe, qu'il se manifeste déjà, d'en appréhender les contours, les problématiques nouvelles, d'en dresser les principaux éléments de régime, le tout dans un contexte géopolitique qui le presse et le justifie, avait de quoi séduire le juriste. Et parmi toutes ces problématiques, la lutte contre la manipulation de l'information est un élément central. Son caractère hybride, technique, psychologique rend nécessaire la création d'un écosystème où chaque discipline peut nourrir l'autre et entreprendre une lutte d'envergure contre ce phénomène si dangereux pour les intérêts fondamentaux de la nation. C'est donc avec grand plaisir et grand intérêt que je participe aujourd'hui à cette excellente initiative. Et pour ne s'en tenir qu'au droit, c'est une discipline au sein de laquelle il a également fallu créer un écosystème. Un écosystème dans l'écosystème, donc une sorte de biotope parmi les juristes, tant ces derniers ont des spécialités et des activités qui nécessitent d'être coordonnées et ne sont pas tous forcément sensibles aux enjeux de guerre atypique. Il a donc fallu rassembler tous les juristes qui souhaitaient réfléchir à la question de la manipulation de l'information, leur proposer de travailler ensemble avec leurs spécialités et leurs sensibilités pour produire des travaux de recherche pluridisciplinaires sur les questions de guerre atypique et plus particulièrement évidemment sur la question de la manipulation de l'information. Ce travail de rassemblement est également l'œuvre du professeur Daniel Mingui, qu'il en soit à nouveau remercié. C'est dans ce contexte que nous avons entrepris d'établir un rapport général sur les instruments juridiques de la lutte contre la manipulation de l'information. Aucun travail de synthèse en droit n'existe à ce jour et le besoin d'y voir clair est primordial, même pour nous les juristes. Donc, sous la
Plusieurs spécialistes de divers horizons se sont donc réunis pour produire la première liste exhaustive de fondements juridiques permettant de lutter contre la manipulation de l'information. Des universitaires comme Daniel Mainguy, des doctorants et étudiants prometteurs, au premier rang desquels Romane Croizet-Fontane, qui est peut-être ici aujourd'hui et qu'on salue, mais aussi des avocats réputés dans le secteur de la guerre économique, comme Maître Cédric Dubuc, et des spécialistes en intelligence juridique et économique, Alexandre Clabot, qui est ici, en fait partie. On met tous ensemble ainsi au point un grand index de lutte juridique contre la manipulation de l'information, dans lequel chaque acteur, juriste ou non, pourra s'y retrouver facilement et établir la stratégie la plus efficace possible. C'est ce travail que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, dans les grandes lignes évidemment, avant d'en appliquer les conclusions à deux cas pratiques d'actualité. Des constats tout d'abord. D'intuition, la manipulation suppose avant tout la création et la diffusion d'une fausse information destinée à servir les intérêts d'une entité qu'on imagine le plus souvent étrangère. Mais à y regarder de plus près, la manipulation de l'information recouvre de nombreuses hypothèses et ne pas se limiter à la seule fausse information permet de recourir à des fondements juridiques plus nombreux et plus efficaces pour lutter contre elle. On le voit donc, l'information peut être manipulée de différentes manières, et c'est exactement ce que disait le professeur Mainguy tout à l'heure. Nombreuses sont les informations qui peuvent être illicites sans être fausses. Le droit en offre tous les jours des exemples. Une information peut être vraie, mais utilisée à des fins illicites. Ce sera le cas toutes les fois qu'une information confidentielle sera révélée, par exemple, ou bien qu'une information faisant l'objet d'un droit de propriété sera utilisée. Partir d'une définition large de la manipulation de l'information nous a ainsi permis de multiplier les fondements juridiques. Et ces nombreux fondements trouvent leur source dans différentes branches du droit et chaque spécialité peut être mobilisée. Le droit pénal, évidemment, mais aussi le droit financier, lorsqu'une information trompeuse aura inondé les marchés. Le droit du travail, lorsqu'un salarié aura transmis une information sensible à un concurrent. Le droit du numérique, évidemment, toutes les fois que le manipulateur se servira d'une plateforme pour arriver à ses fins. Ou encore le droit de la propriété industrielle, lorsque la manipulation de l'information reposera sur la contrefaçon. D'un autre côté, les aspects procéduraux internationaux et techniques supposeront également une interdisciplinarité qui mêle universitaires et praticiens. Ainsi, le passage en revue de tous ces fondements juridiques démontre qu'il y a des textes qui visent spécifiquement à lutter contre la manipulation de l'information, une sorte de droit spécialisé. Mais ces textes, on l'a dit tout à l'heure, sont assez peu efficaces. On pense à la fameuse loi anti-fake news de 2018 qui n'a par exemple donné lieu à aucune condamnation pour l'instant. Et le paradoxe, c'est que ce sont les textes qui n'ont pas forcément été pensés, qui n'ont pas forcément été consacrés pour lutter contre la manipulation de l'information, qui peuvent être mobilisés, qui peuvent se révéler le plus redoutable pour le manipulateur. Le contenu de cette note ensuite. En partant de ce postulat, les fondements juridiques sont nombreux et le droit les divise, semble-t-il, en deux catégories principales. Il y a les textes qui sanctionnent celui qui produit ou qui tire les informations, qui tire les fruits d'une information illicite. Ceci résonne principalement au regard de la nature de l'information. Est-elle fausse? Est-elle trompeuse? On pense évidemment à la diffamation, au délit de fausse nouvelle, à la manipulation de cours. Est-elle confidentielle? Dans ce cas-là, on retombera dans le giron du droit de la violation du secret des affaires, de la vie privée, voire du secret défense. Fait-elle l'objet d'un droit de propriété? Dans ce cas-là, on parlera davantage de droit de la contrefaçon, de droit des cyberattaques. Il y a ensuite, d'un autre côté, les textes qui luttent contre la manipulation de l'information en partant du contenant, si je puis dire, c'est-à-dire du canal de diffusion de la dite information. Est-elle publiée sur une plateforme numérique? Est-elle publiée par voie de presse? A-t-elle été générée par une intelligence artificielle? Voilà toutes les questions à laquelle nous sommes confrontés dès lors que nous sommes face à un cas de manipulation de l'information. L'idée est donc de proposer une classification et un cheminement intuitif à quiconque, juriste ou non, est confronté à une manipulation de l'information et s'interroge sur les voies de droit possibles. Un cheminement par étapes, donc comme une sorte d'algorithme. Je suis face à une information. Est-elle vraie? Est-elle fausse? Si elle est vraie, est-elle confidentielle? Oui ou non? Par quelle étape, par quel canal a-t-elle été diffusée? Est-ce une plateforme numérique? Quelles sont les voies judiciaires à ma disposition? Pénales, civiles, administratives? Que puis-je espérer en termes d'indemnisation? Etc. etc.
Donc, en plus de tout cela, d'autres propositions seront également avancées. Hein, il faudra multiplier les travaux de recherche pour donner au droit de la guerre atypique une véritable autonomie scientifique, proposer l'adoption d'une loi spéciale, c'est ce que disait mon co-religionnaire tout à l'heure, pour la manipulation de l'information sur le modèle de ce qui a été fait pour le terrorisme et les cyberattaques, utiliser, au moins essayer d'utiliser les fameux textes pénaux destinés à lutter contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Cela permet d'un autre côté de renforcer la communication stratégique en insistant sur le fait que la manipulation de l'information n'est ni plus ni moins qu'une sorte de sabotage intellectuel à grande échelle, mais aussi et surtout passer d'une stratégie défensive et préventive à une stratégie offensive grâce au développement d'un contentieux et d'un réseau de cabinets d'avocats spécialisés dans le contentieux économique à fort enjeu de souveraineté. Je vous propose donc de mettre en pratique ces conclusions en s'appuyant sur deux faits de manipulation de l'information qui ont marqué la plus récente actualité. Premier cas, ce sera le cas TikTok avec sa fameuse trend Trade War TikTok. Et on prendra également pour exemple la dernière manipulation de l'information qui nous provient de Russie. Commençons par TikTok. Donc, dans le contexte que chacun connaît de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, et faisant directement suite aux annonces du président Trump visant à rehausser les droits de douane à l'égard de la Chine, TikTok a été le théâtre d'une manipulation de l'information de nature à porter au préjudice, de nature à porter préjudice aux intérêts économiques des grandes sociétés occidentales spécialisées soit dans le luxe, soit dans la mode. Qu'est-ce qu'une trend TikTok tout d'abord? Une trend TikTok, c'est une tendance virale, c'est-à-dire une série de vidéos qui fait l'objet d'une poussée dans les algorithmes et qui va toucher de nombreux utilisateurs invités eux-mêmes à reproduire, à regarder ou à diffuser la fameuse trend. Sur l'application, comment ça se matérialise? Une vidéo faisant l'objet d'une trend virale évidemment, a infiniment plus de chances d'apparaître dans le fil de l'utilisateur. S'il se montre réceptif, son fil est alors inondé de vidéos similaires. Tout cela pour dire quoi? Pour dire qu'une trend est un phénomène suffisamment visible et viral que la plateforme ne peut pas ignorer. Il ne s'agit pas d'une vidéo isolée, mais d'un véritable phénomène qui va brûler certes comme un feu de paille, mais dont les lumières sont visibles par tous, et notamment par la plateforme. Et nous le verrons, ça a son importance. Cette trend, donc, intitulée par les utilisateurs et manipulateurs Trade War TikTok, a mis en scène un certain nombre de personnes se présentant comme les producteurs et fabricants directs des grandes marques de luxe occidentales, autorisées visiblement par le gouvernement à rompre leurs clauses de confidentialité dans le contexte de la guerre commerciale. Ils expliquent qu'il est inutile de payer tel ou tel sac ou tel pantalon à prix d'or, puisqu'il est possible de se fournir directement auprès du producteur dans une usine chinoise. Ils redirigent alors les utilisateurs vers des sites d'achat en ligne où ils peuvent trouver à bas prix les accessoires de leur rêve. Regardez ce sac Hermès que vous payez 20 000 euros, disent-ils. Nous sommes les artisans d'Hermès et vous pouvez vous fournir directement chez nous en cliquant sur le lien ci-dessous. La campagne a si bien fonctionné que les applications de ces fameux sites de contrefaçon étaient au sommet de tous les classements de téléchargement d'applications. La plupart des vidéos ont certes été supprimées, mais il y en a encore à ce jour, et la plateforme semble avoir manqué à ses obligations. Donc, du point de vue de la manipulation de l'information, la campagne a un lieu à un moment propice de tension commerciale, permet aux entreprises chinoises de porter atteinte à la réputation et déstabiliser les grandes entreprises occidentales, et le message est double. Il permet évidemment de capter les parts de marché, puisque quand on regarde les témoignages, les utilisateurs de bonne foi pensaient acheter de l'authentique, mais aussi d'exposer un narratif trompeur selon lequel les grandes marques occidentales bernent tous leurs clients en leur vendant à prix d'or des objets fabriqués en Chine. Or, il est manifeste que cette trend repose sur un mensonge. Les marques de luxe ne fabriquent pas du tout, voire pas forcément leurs pièces en Chine. Tout au plus, certains éléments d'un sac peuvent provenir de là-bas. Ensuite, il est proprement impensable que les véritables partenaires chinois des marques de luxe violent ouvertement leurs clauses de confidentialité et prennent le risque de perdre de juteux contrats. Bien évidemment, quelques jours après, l'intégralité des influenceurs qui ont posté ces vidéos se sont tous révélés être des contrefacteurs. L'exemple est intéressant puisqu'il puise à la fois dans l'information fausse, hein, ce ne sont pas les producteurs directs, et dans l'information protégée, puisqu'elle repose sur la violation des droits de propriété intellectuelle. Le tout sur un fond d'atteinte aux intérêts économiques d'un État. Dans tous les cas, l'information a été publiée sur une plateforme numérique qui est à la fois soumise au DSA, TikTok est soumise au DSA, et à la loi française régissant les plateformes numériques, je pense à la loi LCN de 2004.
qui met en œuvre des mécanismes assez similaires au DSA. Donc, d'un point de vue contentieux, deux pistes s'ouvrent pour les victimes. La première, c'est de tenter une action pénale contre les acteurs directs de l'infraction. Le fondement pénal de la contrefaçon et de la pratique commerciale trompeuse peuvent par exemple être mobilisés. Au civil, un tel fondement permet d'être indemnisé selon un préjudice qui va tenir compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur et va sanctionner ce que l'on appelle la faute lucrative. L'inconvénient, c'est évidemment qu'il sera difficile d'atteindre ces personnes-là puisqu'elles sont en Chine et que la Chine n'est pas forcément très coopérative. Une autre piste est de tenter une action directe contre la plateforme TikTok. Sur le fondement du DSA, mais aussi plus simplement de la loi LCEN, les plateformes ont un devoir de vigilance qui n'est pas forcément très contraignant, mais qui leur impose un devoir de réaction dès lors qu'ils sont face à un contenu manifestement illicite, c'est la première hypothèse, ou un contenu signalé comme tel, c'est la deuxième hypothèse. Parallèlement, l'ARCOM, qui est l'autorité administrative désignée pour s'occuper de ces questions-là, peut être saisie pour constater la violation d'une obligation légale de la part de la plateforme et en l'enjoindre de supprimer le contenu. Ce type de prononcé de sanction facilite grandement pour nous les actions civiles qui en découlent. Les entreprises françaises victimes de cette campagne de désinformation peuvent ainsi s'unir et agir contre TikTok pour tenter d'obtenir une indemnisation. TikTok n'a pas réagi, ne réagit visiblement pas très bien, puisqu'il y a toujours des vidéos en ligne, face à un contenu que l'on doit logiquement considérer comme manifestement illicite, tant il est grossier, et qu'ayant fait l'objet d'une trend, la plateforme ne pouvait ignorer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais l'importance d'une trend qui fait, on va dire, entre guillemets, le buzz, puisque la plateforme n'est plus en position de dire je ne savais pas que le contenu avait été posté, comme ça peut être le cas, par exemple, quand on parle de pédopornographie ou des choses comme ça. Voilà pour le cas TikTok. Le deuxième cas pratique que je souhaiterais vous soumettre a été révélé par le site NewsGuard et a pour objet une campagne de propagande russe ciblant la France avec notamment des scandales générés par l'intelligence artificielle. Cette opération a été baptisée Storm 1516, elle émane des agents du Kremlin et a diffusé plusieurs récits devenus viraux sur les réseaux sociaux. Fausses accusations d'agression sexuelle, fausses informations sur les migrants et le terrorisme, bref, de quoi miner la confiance des Français dans leurs institutions et aviver les tensions sociales et politiques. Rien de bien original, si ce n'est que cette fois-ci, les analystes ont constaté que les principaux chatbots d'IA, type ChatGPT, répétaient volontiers ces faux récits et que la question euh, dépasse désormais les seuls réseaux sociaux et pose la même question avec une acuité très alarmante à propos des fameuses IA génératives. Un utilisateur qui poserait une question à son IA a donc des chances que celle-ci lui réponde avec une fake news russe. L'on sait et l'on imagine sans peine que l'essor de l'IA couplé avec une contamination des algorithmes par des fausses informations serait proprement catastrophique pour les sociétés démocratiques et que la manipulation de l'information entrerait dans une phase inédite. D'un point de vue purement juridique encore, plusieurs pistes peuvent être envisagées. On constatera qu'ici, la loi anti-fake news de 2018 ne peut pas s'appliquer puisque nous ne sommes pas en période électorale et il va falloir se rabattre sur des infractions de droit commun, enfin, de droit pénal spécial, mais on va parler de droit commun dans le sens où elles ne sont pas du droit de la manipulation d'informations spécialisée. Et celles-ci sont nombreuses, mais plus ou moins efficaces. On l'a dit tout à l'heure. Le sabotage, par exemple, qui correspond exactement à la définition de ce type de pratique, risque de se heurter à la volonté des magistrats de ne pas, comment dirais-je, admettre la qualification de sabotage, tant tout, à regarder l'article 411-9 du Code pénal, on pourrait se rendre complice de sabotage. On pense aussi à la diffamation, au délit de fausse nouvelle, mais on l'a vu tout à l'heure, ce ne sont pas des infractions qui sanctionnent beaucoup les manipulateurs. On a des circonstances aggravantes du type association de malfaiteurs, puisqu'on imagine que la manipulation d'informations est, est le résultat d'une concertation parmi plusieurs manipulateurs. On a également la circonstance aggravante d'ingérence étrangère, hein, qui est de facture assez neuve, puisqu'elle date de 2024 aussi. Donc voilà, tout un panel d'infractions pénales que l'on pourrait essayer, hein, même si les juges refusent, je pense que ça peut être intéressant de tenter de donner l'opportunité aux juges de se prononcer sur l'applicabilité ou non de tous ces fameux délits
et crimes contre les intérêts de la nation qui sont dans un placard et qui prennent la poussière et qui pourraient être ressortis à cette occasion. Voilà. Et évidemment, par-dessus tout, on retrouvera toutes les difficultés procédurales que l'on connaît dues à la localisation des manipulateurs. C'est donc, encore une fois, vers les acteurs numériques qu'il faudra diriger le tir, afin de les inciter à améliorer leurs algorithmes, à affiner leur politique de lutte contre les informations trompeuses. Ici, on voit que le cheminement a été le suivant. Les informations ont été avant tout publiées sur des plateformes numériques. Donc, exactement comme tout à l'heure, on peut se servir du DSA, de l'obligation de vigilance des plateformes et sanctionner, si tel est le cas, l'absence de réaction des dites plateformes et le manquement aux obligations de modération du contenu. Mais ce qui est peut-être plus intéressant ici, c'est la fameuse contamination de l'IA par des fausses informations publiées sur des réseaux. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire, bah, très bien, on a un règlement de facture récente, l'IA Act, adopté en 2024, et quand on le regarde, là aussi, on voit que finalement, ce règlement est peut-être passé à côté de cette hypothèse et qu'il faudrait d'ores et déjà rajouter cette nouvelle hypothèse de pollution de l'IA de la publication mensongère sur les réseaux. Parce que si on regarde le règlement IA, on voit que certes, il exige des générateurs un niveau d'exactitude et de rigueur dans les systèmes qu'il propose, qu'il interdit formellement à toutes les IA, enfin, il interdit par principe toutes les IA qui déploient des techniques manipulatrices et trompeuses, mais vous voyez, il n'y a pas de fondement qui lutte précisément contre l'hypothèse dans laquelle une personne, d'accord, fait exprès de polluer une IA générative à des fins de manipulation de l'information. Voilà, on pourrait peut-être, voilà, là aussi parler de sabotage ou d'une forme de cyberattaque, mais le sujet est à creuser. Et dans tous les cas, encore une fois, on constatera que la sanction du canal, enfin par le canal de diffusion, reste un pis-aller. Dans tous les cas, il faudra concentrer les actions sur les plateformes numériques et les outils générateurs d'IA pour pardon, le fait de diriger notre tir essentiellement contre les plateformes et les outils générateurs d'IA peut aussi se révéler assez contre-productif économiquement et diplomatiquement, puisqu'on imagine qu'au bout d'un moment, les plateformes risquent un peu de se révolter, on le voit déjà, avec, surtout dans le contexte et la nouvelle administration américaine. Donc il faudra œuvrer toutes les fois que cela est possible pour sanctionner directement l'auteur et ses financeurs, et c'est là évidemment qu'on a quelques problèmes. Donc, comme le remarquait le professeur Margui, un texte spécial pour lutter contre la manipulation de l'information sur le modèle de ce que l'on connaît en matière de terrorisme ou même de cyberattaque pourrait être d'une aide précieuse. Dans l'attente, il faut peut-être multiplier les actions pénales sur le fondement des crimes et délits contre la nation, arsenal de textes peu utilisés, mais dont les textes pourraient, pourquoi pas, s'appliquer. Mais dans tous les cas, propose des sanctions redoutables au-delà, voilà, de l'effet de communication stratégique qu'ils permettent. Voilà, quand on sait qu'une personne est visée par une enquête de sabotage, d'espionnage, de trahison, ça a une autre résonance que parler de délit de fausses nouvelles, de diffamation, etc., etc. Donc je pense que se placer sur ce terrain-là, en termes de communication stratégique et pour faire prendre conscience à la population de la menace de la manipulation d'informations, il faut peut-être se, se fonder sur des textes pénaux qui sont plus marquants, qui sont plus frappants par leurs énoncés et leurs intitulés. Voilà, je vous remercie de votre attention.